Alors, au cours des prochaines minutes, il sera intéressant de parler environnement, immobilier commercial. Fabienne Sémongrain est ingénieure responsable au développement des affaires chez Nortex Environnement et aussi membre active de CROU Montréal. Elle est avec nous ce matin. Madame Mongrain, bonjour. Bonjour. Développement durable, préoccupations environnementales qui sont omniprésents maintenant dans notre quotidien. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de ça du tout. Aujourd'hui, c'est à tous les jours. Pardon. Comment mesurer l'impact environnemental d'un projet? Vous savez, dans le fond, la performance environnementale est certainement un critère de sélection de plus en plus important dans nos sociétés d'aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit. On peut tout simplement pas l'ignorer. Et la façon de mesurer cet impact environnemental, c'est de procéder à ce qu'on appelle une évaluation environnementale de site, communément appelée une phase 1, qui va être réalisée par un consultant d'environnement. Cette phase 1 va nous permettre de donner un diagnostic de l'état environnemental de la propriété commerciale. Et le but est donc de déterminer si, oui ou non, il y a des risques de contamination. S'il n'y en a pas, tant mieux, on dort sur nos deux oreilles. S'il y en a, bien, on va pousser plus loin l'investigation pour aller prélever des échantillons de sol, d'eau souterraine et de valider la présence de la contamination ainsi que le type de contaminant, leur teneur. Quel genre d'analyse on fait à ce moment-là? Alors, le type d'analyse est vraiment tributaire de la source de contamination. Pardon. Je vous en prie, une gorgée d'eau. De la source de contamination qu'on a identifiée. Mais plus souvent qu'autrement, on va valider donc pour les paramètres analytiques ce qu'on appelle les hydrocarbures pétroliers, C10 et 50, les aromatiques, les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HM, les COV. Et plus souvent aussi, nous allons vérifier aussi la teneur en métaux. Tout ça est fait certainement par un laboratoire accrédité du ministère de l'Environnement pour toute objectivité possible, n'est-ce pas? Quelles solutions on propose à ce moment-là? Alors, écoutez, toutes les solutions, d'abord, il faut savoir qu'à la lumière des résultats qu'on va obtenir, dans le cadre d'une propriété commerciale, il y a quand même une certaine latitude versus une propriété à usage à vocation résidentielle. C'est un peu moins strict, mais effectivement, il y a des critères, des barèmes à pouvoir respecter. Et à ce moment-là, au niveau donc des problèmes environnementaux, pour revenir à votre question, donc plus souvent qu'autrement, c'est les fameux réservoirs de produits pétroliers qui contenaient de l'huile à chauffage qui, dans le temps passé, était fait en acier, qui était bien enfoui pour des fins d'esthétique, certainement, mais qui, avec le temps, ont corrodé et la contamination, donc, a percolé dans le sol. Bon an, mal an, cette migration s'est faite et puis c'est probablement le cas le plus couramment rencontré. Outre cette préoccupation d'hydrocarbures, si je peux m'exprimer ainsi, il y a aussi que ce soit, c'est surtout dans les friches industrielles, en milieu urbain qu'on va retrouver ceci, mais il y a des remblais qu'on dit des remblais historiques, pour lesquels ce qu'on a remblayé pour niveler un sol donné, c'était des résidus. C'est pas toujours évident, hein? Ah non, absolument pas. Comme je dis souvent, le sol n'est pas une belle poutre homogène et c'est vraiment important de pouvoir prendre le temps, n'est-ce pas, pour que ce soit un promoteur immobilier, surtout si en phase d'avant-projet, de s'intéresser à cette question-là pour justement éviter des mauvaises surprises. Comment on suggère justement aux promoteurs ou aux gestionnaires d'immeubles d'être proactifs, peut-être plus créatifs là-dedans? Il y a une question... Bon, probablement de créativité. À la base, je dirais certainement de proactivité. Mais en fin de compte, tout le monde y gagne. Non seulement les promoteurs immobiliers comme les gestionnaires immobiliers, que leurs occupants. Donc, en bout de ligne, comme je viens de brièvement parler, au niveau des promoteurs immobiliers, quand ils bâtissent leur étude de faisabilité d'un projet, alors, leur fameux business case, le volet environnemental doit certainement sérieusement être considéré. C'est pas juste une petite fraction en disant que, bon, c'est juste une formalité. S'il y a de la contamination et qu'on doit remédier, parce que oui, on est tenu d'être conforme aux lois et règlements en vigueur, ne serait-ce que pour avoir les permis, construction et tout. Donc, ça vaut la peine de vraiment bien caractériser cette propriété-là.
Au niveau des gestionnaires immobiliers, on va plus loin que ça. C'est-à-dire que là, bon, le bâtiment est existant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être proactif? Et comme vous l'avez dit, jusqu'à un certain point créatif. On va parler donc, dans le cas des bâtiments existants, de la mise à niveau de tout ce qui a trait, par exemple, aux équipements de conditionnement de l'air, donc ce qu'on dit en anglais les HVAC systems. Il y aura évidemment de tenir une maintenance de tout ça, de pouvoir certainement faire, quand je dis la mise à niveau, de pouvoir aller rechercher une performance énergétique, une meilleure efficacité énergétique. Parce qu'un autre enjeu environnemental, c'est certainement le fait que, bon an, mal an, le tiers d'énergie dépensée au Canada provient finalement de l'utilisation des bâtiments commerciaux. Donc, je crois que c'est certainement un premier point à regarder aussi. Et au niveau de la vigilance pour les gestionnaires immobiliers, c'est par rapport au fait que lorsqu'il y a un déversement accidentel, si petit soit-il, de pouvoir tout de suite le considérer et faire en sorte que ça ne se transforme pas en histoire d'horreur par la suite. Est-ce que c'est la même façon de fonctionner pour les édifices neufs ou même les édifices existants qui veulent prendre de l'expansion, par exemple? Est-ce qu'on fait la même chose? Il y a des choses qui se recoupent, mais il y a certainement d'autres choses qui sont différentes. Bon, pour les bâtiments existants, bon, comme je viens de parler, il y a l'efficacité énergétique, les systèmes en place, la mise en niveau. Mais au-delà de ça, il y aura à considérer l'enveloppe du bâtiment. Si l'enveloppe du bâtiment est sujette à une mise à niveau, bien certainement qu'on peut penser à aller chercher, par exemple, une certification LEED. OK, oui. Qui, bon, je crois que plus de gens maintenant savent ce que ça veut dire, Leadership in Energy and Environmental Design. Mais ce que ça permet, c'est vraiment de pouvoir rénover ou construire, idéalement, en tenant compte du développement durable, en laissant une empreinte écologique qui soit la moindre possible. Et à ce moment-là, on pourrait se demander, d'accord, mais combien ça peut coûter? Est-ce que c'est faisable? Oh là là, la question... Il y a beaucoup de questions qu'on peut poser, Mme Mongrain. Bien, merci beaucoup encore une fois. J'espère que le tour vous a plu et on vous dit à la prochaine. Au revoir tout le monde. Ça fait un plaisir.